Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Je suis dessinateur, donc un demi-auteur, pas tout à fait complet comme certains aiment à le dire. Mais bon voilà, donc je dessine. Et moi je suis l'autre moitié de l'auteur, et je suis scénariste. Dupont et Mezzo, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. À l'occasion, notamment, on va en parler, mais on va parler aussi de beaucoup d'autres choses, de l'expo Rock Pop Wiz qui se tient en ce moment à la Cité de la bande dessinée, dans laquelle on peut découvrir notamment des planches de Kiss the Sky, votre dernier livre consacré à Jimi Hendrix. Il y a quelques années, vous aviez déjà sorti Love in Vain, cette fois c'était sur la vie de Robert Johnson, qui avait eu beaucoup de succès, beaucoup de sélections, beaucoup de prix, on va également y revenir. Mais d'abord donc, Kiss the Sky, la première question est un peu bête, mais comment vous rencontrez sur le sujet de vos livres ? C'est-à-dire à quel moment vous vous dites « Allez, cette fois on s'attaque à Hendrix ». En fait, Love in Vain, ça venait de moi, parce que c'était un sujet sur le blues que je voulais traiter. Et Jean-Michel, qui est un ami de très longue date, connaît bien le sujet, il a été critique rock dans les années, et je l'ai toujours entendu jouer, puisque c'est un guitariste, et parler de blues, il aime beaucoup ça. Donc, comme j'ai besoin d'un binôme, parce que j'aime ça, et puis je travaille essentiellement avec des amis, j'ai appelé Jean-Michel, on a fait Love in Vain. Vu le succès de Love in Vain, qui était inattendu, sincèrement, on s'est dit, on va refaire quelque chose ensemble. Et c'est là que Jean-Michel a réfléchi, il m'a dit, il faut qu'on fasse Hendrix. Voilà. L'idée, c'était de continuer en fait cette histoire qu'on avait commencé avec Love in Vain. En fait, on avait trouvé une petite alchimie qui fonctionnait bien autour de la musique, qui est quand même un truc qui nous réunit beaucoup depuis qu'on se connaît, c'est-à-dire depuis presque 40 ans, je crois, même plus. Et donc voilà, la musique, c'était un thème sur lequel on était à l'aise tous les deux et qu'on avait traité d'une manière qui nous convenait bien pour le blues. Donc moi, je suis parti de l'idée que ça pouvait être intéressant, de continuer l'histoire avec le rock. Puisque c'est aussi la musique qu'on aime, évidemment, et de raconter, d'une certaine manière, l'histoire de la musique qu'on aime, donc qui vient des États-Unis, mais aussi d'Angleterre, et que Hendrix était un bon véhicule pour ça. Alors moi, j'ai pas compris tout de suite, parce que quand il m'a proposé Hendrix, pour moi, c'est la musique de mes grands frères. Et quand on est ado, on essaie de se différencier. Donc Hendrix, je l'ai entendu avec mes oreilles d'enfant, mais après, moi, je me suis intéressé à autre chose, plus entre les années 70, 80 et tout. Et Hendrix, ça me paraissait loin, peut-être has-been d'une certaine manière et tout, etc. Et en fait, bon, il a été convaincant parce qu'il m'a dit, mais non, mais c'est pas juste sur Hendrix, c'est les années 60, c'est une odyssée rock. Et voilà, tu vas avoir à dessiner plein de gens et mettre en scène plein de gens que tu aimes bien. Et bon, il est très convaincant, je veux dire, donc il m'a convaincu. Et effectivement, j'ai découvert. Voilà. Ce sera une odyssée musicale. Et là, tout à coup, il s'est tu et il a dit « Ah d'accord », c'était pratiquement comme ça que ça s'est passé. C'est le fil rouge, Hendrix. L'idée, c'était pas de faire juste une histoire, un biopic qui raconte l'histoire, même si, évidemment, c'est quand même notre fil rouge. Surtout qu'on imagine que l'Odyssée musicale va venir surtout dans le tome 2, puisque pour l'instant, c'est le tome 1 qui est sorti, et que c'est, j'allais dire, Jimi avant Hendrix, c'est-à-dire son enfance, sa jeunesse. Alors même s'il commence, effectivement... C'est quand même une odyssée, on rencontre quand même du beau monde déjà. C'est vrai, mais on imagine que dans le tome 2, ça sera encore plus vrai. Le tome 2, ça va être un festival, puisque c'est le cas de le dire d'ailleurs, mais on va avoir beaucoup de monde. Mais là, ça commence déjà, et ce qui est intéressant, c'est de montrer aussi, quand on parle d'odyssée musicale, c'est aussi son voyage à lui dans la musique, et donc c'est de montrer toutes les sources de sa musique à lui. Et donc on montre le blues, le rhythm and blues, le début de la soul, le rock and roll, parce qu'il a joué avec Little Richard. Et donc, à travers dans ce premier volume, on montre vraiment tous les fondements de sa musique. Et d'autre part, en fait, ce qui est intéressant chez Hendrix, en ayant lu, alors Jean-Michel en a lu beaucoup plus que moi, puisqu'il a eu à construire l'arc narratif, comme on dit. C'est-à-dire que moi, j'ai lu aussi certaines de ses bios. Et ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de Jimi Hendrix, elle est pas banale, elle est incroyable, elle est bourrée de cicatrices, comme j'ai l'habitude de dire, et en fait, elle est très romanesque.
Parce qu'il y a des musiciens qu'on peut préférer, mais il n'y a pas grand-chose à dire sur leur vie. Enfin, moins de choses en tout cas. Là, on a vraiment l'épaisseur d'un roman. Enfin, voilà. Donc, c'est aussi ce qui m'a convaincu. Et voilà. Et donc, j'espère qu'on l'a bien fait, c'est tout. Alors après, effectivement, ça c'est la deuxième partie du projet. La première partie, c'était effectivement cette histoire d'Odyssée dont on parlait. Mais c'est aussi de montrer la partie sombre du personnage. Et qui est intéressante parce que c'est une partie sombre qui, pour une partie, vient notamment de sa maman. Parce que c'est vrai qu'on a souvent l'habitude des pères violents. Là, c'est une mère alcoolique qui fait des sauts de puce dans sa vie, qui redisparaît. Et on sent qu'il a presque été plus marqué par la violence de sa mère que par son père, ce qui est assez rare chez les artistes. Violence psychologique, oui. Ouais, la violence, en tout cas, de son absence. Voilà, enfin, c'est ça, c'est surtout. Parce que finalement, il l'a imaginé toute sa vie, il a voulu il l'a recherché toute sa vie, quoi. On peut même penser que son rapport aux femmes, qui est un peu particulier, est vraiment induit par son rapport à sa mère. Et d'ailleurs, il y a quelques scènes dans le livre où on le montre aller vers des femmes en ayant l'impression que c'est sa mère. Et c'est pas des choses qu'on a inventées, hein, c'est des choses qu'il racontait. C'est que parfois, il voyait une femme de loin et notamment celle dont on parle là, il les a aperçus de loin et tout à coup il a eu une espèce comme une apparition, une épiphanie quoi de sa mère. Et en fait quand il s'approchait d'elle, en fait on se rend compte après quand on voit les femmes en question qu'elles n'ont absolument rien à voir avec Lucille, sa mère. Non, puis en plus à leur décharge, ils étaient très jeunes quand ils l'ont eu. Hein, donc ça c'est des cas qui se multiplient à travers le monde, très jeunes, envie de vivre leur vie, donc ils avaient une vie un petit peu artistique parce qu'ils dansaient, etc. Et surtout une envie de fête comme on peut l'être à 17 et 19 ou 20 ans je crois qu'il avait. Donc ça leur décharge aussi, il y a des moments, j'espère qu'on le voit, il y a des moments aussi, il y a des moments de tendresse et d'amour. Même si effectivement, dans l'ensemble, c'est quand même c'est violent, quoi. Ça, c'est sûr. Et alors, décharge entre guillemets, c'est aussi grâce à eux qu'il est devenu Hendrix, parce qu'il baigne quand même dans cet univers musical. Il transpire la musique. Alors, il transpire la musique, mais en même temps, moi, je trouve, c'est plus indirectement qui s'est vraiment branché sur la musique, parce que son père écoutait de la musique et dansait, mais c'était pas vraiment un fou de musique, il écoutait du Ellington, du jazz, ses deux parents étaient effectivement des bons danseurs, mais c'est vraiment en rencontrant des amis de son père qui sont venus vivre chez eux pendant un petit moment, qui eux étaient des grands fans de blues et qui lui ont fait découvrir, comme on le montre d'ailleurs dans le livre, Muddy Waters, Lightning Hopkins, enfin tous ces gens-là, quoi, Elmore James, tous les gens qui après ont façonné son amour du blues et son amour de la musique en général. Oui, ce fameux blues qui est à l'origine de toute la musique populaire de la deuxième moitié du XXe siècle finalement. Hein. Ces trois fameux accords, bon après qui ont été arrangés par certains, mais voilà. Ça, donc, c'est ce qu'on va voir dans le tome 2, j'imagine. Alors là, ça s'arrête, on arrive à Londres avec lui. Oui. Et hop coupé, comme dirait l'autre. Oui, je sais. Mais en fait, pourquoi on a coupé le livre en deux ? Normalement, le projet, c'était de faire un livre, mais ça aurait été indigeste. 250 pages dessinées comme ça, enfin, je peux me permettre de le dire, même si très chargé, très dense, charbonneux, comme disent certains. Je ne sais pas si ça aurait été à l'avantage du livre, en fait. Et le fait de le couper en deux... voilà, il y a la phase, ça pourrait suffire, ce livre pourrait suffire à lui-même. Ouais. C'est l'avant Hendrix, c'est tout. Comment ce petit gamin de Seattle et de là où il part, comment il arrive à ce qu'il est quand il part à Londres. C'est aussi une histoire sur la résilience, c'est aussi une histoire sur les ressorts du génie. C'est un peu la question qu'on se posait aussi dans Love in Vain avec Robert Johnson. Comment un gamin qui naît au milieu de nulle part, plus bactère, dans des conditions misérables, tout à coup se révèle être un génie qui va influencer la musique de la terre entière, quoi. C'est phénoménal. Et dès le début, vous étiez rendu compte des similitudes entre les deux. Là, ils sont morts tous les deux à 27 ans, je crois. C'est presque deux destins éloignés mais liés, quoi. Oui, alors moi je suis parti sur Hendrix parce que je trouvais que c'était toutes les raisons dont on vient de parler. Et puis après, effectivement, je me suis rendu compte de ça et aussi de la proximité entre la mort de Robert Johnson et la naissance d'Hendrix. Robert Johnson est mort en 1938, Hendrix est né en 1942, il y a 4 années. Et en plus, Hendrix était quelqu'un qui était très branché sur la spiritualité, le New Age, tous ces trucs-là. Il croyait beaucoup à la réincarnation. Donc du coup, moi je suis pas sûr de croire à la réincarnation, j'en sais pas trop, quoi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était amusant en termes de narration de créer un lien, un pont entre les deux bouquins. Et nous, maintenant, en fait, on s'est rendu compte
de plus en plus, maintenant qu'on a fait cette première partie de Kiss the Sky, que c'était vraiment comme un diptyque. Le diptyque, pour nous, c'est pas le volume 1 et le volume 2 sur Hendrix, c'est Love in Vain d'un côté et Kiss the Sky de l'autre, le blues, le rock, et ça fait un pan de la musique américaine qui est celle qu'on aime, quoi. Je crois savoir que vous avez fait des recherches, que c'est presque devenu obsessionnel. On m'a parlé du fait que vous allez me chercher la marque des cordes de guitare d'Hendrix pour les reproduire au mieux. Alors, pas la marque des cordes, quand même, on va pas exagérer, parce que là, il faudrait une super loupe. Non, il faut faire attention, enfin, puisque j'ai choisi un dessin, en fait, assez réaliste, très réaliste. Oui, il fallait faire attention à partir du moment où on exprime la vérité, on parle de quelqu'un, de sa vie, quelqu'un qui a existé. Et puis on parle de guitaristes, et de musiciens. Oui, il fallait faire attention. Et qu'il y a une vraie communauté qui veille, mais voilà, gardien du temps. On a eu un grand article dans Basspart, dans Guitar Part, je veux dire. Voilà, les guitaristes, ils sont... moi, je les connais bien, je suis musicien moi-même, donc je fais très attention à mon instrument. Et ils sont à cheval sur l'instrument qu'avait leur star à telle époque, tel ampli, tel... Et je me suis senti un petit peu... oula, il faut que je fasse attention. C'est quand même doublé tout ça. Même si c'est un roman, c'est doublé d'un livre historique. Donc il faut faire attention à tout ça. Effectivement, j'ai dessiné les vraies guitares, les vrais typos par exemple, le Café Wah, pour être bien dans l'ambiance et comprendre que les années 60, il y avait un panel graphique particulier aux années 60. Et il faut faire attention à tout ça pour que ce soit crédible. Et ce qu'il y a aussi, ce souci d'authenticité, ça participe aussi de notre approche très immersive. C'est-à-dire qu'on essaie de faire quelque chose. Alors le dessin de Mezzo, évidemment, le permet, parce qu'il est très riche, très expressif. Et ça nous permet d'avoir quelque chose de très immersif. On peut vraiment rentrer dans les cases, comme si chaque case est un petit théâtre dans lequel on peut rentrer et entendre la musique, voir les choses bouger, entendre les bruits. Avec beaucoup d'affiches, de visuels de l'époque aussi, qui Absolument. tout de suite mettent dans le... Donc tout ça crée une espèce de richesse de contexte qui fait qu'on y croit. On y croit plus, on est plus immergé et donc on ressent plus les choses. Moi, je crois en tant que scénariste que plus on peut faire passer de choses par l'image, mieux c'est. Donc je préfère travailler pour les mots à l'économie, mais travailler plus sur la description, sur la recherche de détails et après les confier au dessinateur qui en fait ce qu'il veut. Mais je crois plus à ça, plutôt que d'essayer d'expliquer, d'en faire des tartines, etc. Je crois que l'œil et le cerveau du lecteur s'imprègnent beaucoup plus facilement de ce qu'on a... Alors c'est vrai que ça m'a pas permis d'être trop synthétique et effectivement le dessin va vers cette voie-là en ce moment, le synthétisme ou le minimalisme, je sais pas comment on l'appelle, mais c'est vrai que ça m'a pris un temps colossal, c'est très chronophage et que a priori, quand on ouvre le livre et qu'on n'a pas ses lunettes, ça paraît quand même, je pense que ça paraît agressif et trop dense. En fait, je pense qu'il faut faire un effort d'immersion et il faut se mettre, comme dit Jean-Michel, j'ai bien aimé là ce qu'il a dit, petit théâtre, à chaque fois, oui, il y a pratiquement une illustration à chaque case. Alors, certains n'aimeront pas. Dans un temps comme le nôtre où on a besoin de clarté et de peut-être de simplicité et de repos des yeux, c'est vrai que c'est très dense. Ça, j'en suis conscient. De plaire à tout le monde. Hein. Non, le but n'est pas de plaire à tout le monde, mais comme on le sent d'être limpide en tout cas. Enfin, j'espère que c'est limpide à partir du moment où on décide de se mettre dedans. Je pense qu'on y trouve son compte. Robert Johnson était peu connu, entre guillemets, avant votre BD et puis avant tout ce qu'il y a eu par la suite sur lui, à la différence d'Hendrix. Donc est-ce qu'il n'y avait pas pour Hendrix une masse de documents à analyser et à partir desquels vous pouviez travailler, beaucoup plus importante que pour Johnson? Si, bien sûr. Et la difficulté du coup aussi de ne pas se noyer dedans. C'était là, en fait, moi je parlerai pas, Mezzo parlera pour l'image, mais pour l'histoire, pour le personnage, c'est un peu le problème inverse en fait. C'est-à-dire que sur Robert Johnson, il fallait un peu gérer la misère, c'est-à-dire raconter une histoire avec des fragments. On peut être des fragments d'informations et parfois des pans entiers. Oral la plupart du temps en plus. Quand même, il y a eu des choses, des biographies qui ont été écrites, mais à partir effectivement des biographies, mais à partir de témoignages, de gens qui l'ont connu, etc. Malgré ce travail qui avait été fait, des pans entiers de sa vie où on ne sait pas. Donc il fallait donner cette illusion de fluidité, de continuité dans le récit, à travers la manière dont, à travers la narration, pour essayer de cacher ça. Et sans dénaturer vraiment le personnage. Je pense que
d'après les retours qu'on a de spécialistes du blues, notamment aux États-Unis, je pense qu'on s'en est pas trop mal tiré. Pour Hendrix, c'est un peu le contraire, et ça va être encore pire dans le volume 2. C'était dans le volume 2, pratiquement, la vie de Hendrix, à partir de septembre de 66, quand il arrive à Londres, jusqu'à sa mort en septembre 70, est documentée pratiquement au jour le jour. Il y a la minute. Il y a un site, par exemple, qui est très intéressant, qui s'appelle Brume Pourpre, qui est un site qui est fait par quelqu'un qui s'appelle Maurice Tarlot, qui est un fou d'Hendrix depuis des années et qui documente tout et qui suit vraiment au maximum le Hendrix, donc tous les concerts, etc. Et sur la première partie de sa vie, moi me suis basé sur quand même pas mal de documents, notamment les souvenirs de son père, les souvenirs de son frère, et puis quelques biographies très très documentées qui ont été faites. Pour le dessin, c'est un peu le même problème, mais c'est inversé en fait. C'est-à-dire que pour la documentation sur Robert Johnson était assez rare. Je n'avais que 2 portraits, en tout cas à l'époque. Il y en a un 3e là qui est avéré, paraît-il vrai, mais même pas de profil. C'est-à-dire que je ne sais même pas comment il était gaulé, voilà. Donc, en fait, et ça c'est plus facile. Contrairement à ce que croient les gens, moins tu as de doc, plus l'imagination fonctionne. Voilà, ça, et c'est mathématique. C'est-à-dire que c'est mon dessin qui fait loi. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Par contre, sur Hendrix, je n'ai pas terrain à me planter parce que tout le monde connaît le grain de beauté qu'il a derrière l'oreille gauche. Donc, il a été filmé sous toutes les coutures. Et là, la difficulté, c'est que j'ai l'habitude de dire, quand on égratigne, si tu veux, une star comme ça, je veux dire, c'est dangereux. Parce qu'il y a tellement de fans, il a tellement généré un fanatisme puissant, presque religieux, que c'est assez compliqué d'aborder le personnage. Et en plus, il n'est pas simple. À l'image de sa vie, il a plein de facettes et tout, etc. Ce qui fait partie aussi de notre projet, c'est une tentative de déconstruction. Ce qui est intéressant quand on s'attaque à une légende ou à une gloire comme ça, c'était ce qu'on a fait aussi pour Robert Johnson avec la légende du diable. La plupart des gens qui connaissent Robert Johnson évoquent tout de suite l'histoire du diable, qui est devenu un morceau important de la mythologie du blues. Et nous, en fait, en creux, dans Love in Vain, ce qu'on raconte, c'est une déconstruction de la légende du diable. Bon. Et là, la légende du Hendrix ultra cool, surdoué, flamboyant, sexy à mort, etc. C'est vrai, mais c'est faux en même temps, parce que l'envers du personnage, même y compris quand il est devenu connu, c'est tout le contraire. C'est quelqu'un d'extrêmement mélancolique, introverti, maladroit, timide, etc. Et son enfance, surtout, est une enfance terrifiante, comme on dit, une enfance à la Dickens, quoi. Et c'est vraiment pas exagéré, quoi. Ce qui nous intéressait dans ce qu'on raconte là, c'est comment la guitare devient l'outil de sa résilience. Et quand on voit ce qui est arrivé à son frère, par exemple, qui est devenu délinquant, et qu'on voit que lui, à 18 ans, quand il s'en va à l'armée, c'est pas parce qu'il a envie de faire l'armée, c'est parce qu'il veut éviter la prison. Parce qu'il a braqué une bagnole. Et donc on peut imaginer que Hendrix n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu cette guitare qui le sauve, quoi. Que ce soit Love in Vain ou Kiss the Sky volume 1, c'est en noir et blanc. J'ai ouï dire que le volume 2 sera en couleur. Mais c'est un petit peu normal, hein, parce que là on passe de l'aspect sombre de sa vie à l'aspect lumineux, donc plus scénique, et surtout on est dans une période en Angleterre, dans le swinging London, où le pop art éclate et suivi du psychédélisme. Et donc il était quand même compliqué de traiter le psychédélisme et le swinging London en noir et blanc. Et voilà, et ça correspond aussi, métaphoriquement, ça correspond à la lumière, à sa resplendissance, enfin à sa magnificence, et puis après le déclin. Alors là, on verra comment on traitera la couleur progressivement. De toute façon, ça faisait déjà partie du projet au départ, même quand on pensait faire un seul livre en 2 parties, parce que suivant les contextes. Vous êtes plutôt connu habituellement pour, enfin pas que, mais quand même comme un des maîtres de la ligne noire, en tout cas de maîtriser. Oui, ce qu'on appelle la ligne noire, c'est difficile à... Oui. Et du coup, c'est marrant de se dire que le maître de la ligne noire va basculer aussi sur de la couleur, ce que vous aviez déjà fait, évidemment. Mais, bien sûr. Mais voilà. Alors, je voudrais dire déjà que c'est pas moi qui l'a ferai. C'est-à-dire que Le Roi des Mouches a été fait par Véronique Doré, qui est une magnifique illustratrice, une grande artiste. Et là, je compte sur elle. Et voilà. Oui, moi, je suis amoureux du trait, c'est connu. Le noir et blanc, c'est mon support, mon aéroplane, comme je le dis. Je joue de la basse et j'ai l'habitude de dire que les aplats de noir, c'est comme le son grave, en fait. Est-ce que c'est important pour raconter des destins musicaux comme vous le faites, de connaître la musique? Je crois que vous êtes musiciens tous les deux. Ah oui. Est-ce que ça, c'est important? Ah ouais, c'est une question. Alors, moi, je crois pas. C'est important d'en écouter, d'aimer ça.
On peut être consommateur de musique et très bien dessiner. Mais effectivement, en étant musicien, comme moi je l'ai été beaucoup dans les années 80 et avant, et un petit peu après, j'ai pu observer, quand on est en situation, on observe évidemment ce qui se passe dans cette situation, on observe ses compères. Bon, alors vous avez un abord de l'instrument, Jean-Michel vous dira la même chose que moi. Oui, c'est ça que je voulais dire. On sait les tenues, les accords, comme ça, donc c'est peut-être plus facile d'aborder effectivement en dessin. Moi, ce que je voulais dire, c'est que quand même, quand on raconte une histoire qui se passe dans l'univers de la musique, si on est musicien, ou en tout cas qu'on pratique la musique, et qu'on est familier avec les instruments, avec les amplis, avec tout cet univers de sonos, de machins, de fils, de pédales, et de je sais pas quoi, et tout ça, qui est tous les outils de la musique, on entretient, notamment sur tous les instruments, on entretient un rapport un peu affectif, très particulier, que quelqu'un qui ne fait pas de musique, qui n'a jamais eu une guitare électrique ou une basse dans les mains, un ampli, etc., ne peut pas comprendre. Il y a du fétichisme, en fait. Voilà, il y a une notion, une approche fétichiste qui fait que, du coup, qui rejoint un peu ce dont on parlait tout à l'heure, dans l'espèce de tentative d'authenticité, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on connaît. On connaît les amplis et pour nous, c'est important de mettre le bon ampli, de mettre la bonne guitare, le bon modèle, que le truc soit bien et que n'importe quel musicien qui connaît un peu l'histoire puisse voir que c'est juste. Bon, et donc, en ça, c'est important d'être familier avec l'univers de la musique. Kiss the Sky, donc. Volume 1, le volume 2 oula. Oula. Oui, non, ça viendra. Vous avez déjà des idées de... il est écrit. Hein. Le scénario est écrit. J'allais dire après Robert Johnson, après Hendrix. Alors moi, personnellement, je reviens à la fiction. Hein. Ah. C'est beaucoup plus simple. Pour le prochain, on ne sait même pas si, une fois, parce qu'il y avait à se passer quand même pas mal de temps avec le volume 2. Et après, on ne sait pas du tout si on va continuer à bosser ensemble. Je ne sais pas du tout si je vais continuer à faire des livres. Bon, voilà, on verra. Alors c'est pour ça qu'il faut encore plus lire Kiss the Sky volume 1 chez Glénat et relire ou lire Robert Johnson, Love in Vain. C'est le moment du point mezzo, on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Oui, allez, on y va. La première BD que vous avez lue? Moi, je crois que c'est Tintin. Ouais, moi aussi. C'est un vieux Tintin. Et alors, d'ailleurs, c'est pas compliqué pour moi de savoir parce qu'en fait, mon père détestait. Je suis comme une génération où la bande dessinée était assez détestée. Et curieusement, dans la génération de mes parents, la BD, c'était pas bien, sauf Tintin. Tintin, on avait le droit. Donc, du coup, j'ai lu Tintin. Je crois que c'est à peu près sûr que c'est la première BD que j'ai lue. Moi, c'est pareil. Et en fait, j'ai lu le premier Tintin. Ça devait être, je suis né en 60, donc ça devait être à 8 ans ou 9 ans. Je pense qu'on doit être dans Vol 714 pour Sydney ou un truc comme ça. Qui est extraordinaire, d'ailleurs. Bon, j'ai été abonné à Pif Gadget. Pardon, pour compléter, parce que lui, il vient des communistes, il vient des rouges, et moi, je suis d'une famille très catholique bourgeoise. Et donc, moi, ce que je lisais, ce que j'avais le droit de lire à l'école aussi, hormis Tintin, c'était Fripounet et Marisette. Et on nous disait surtout, n'achetez pas Pif, parce que ça donnera de l'argent aux communistes. La meilleure BD de tous les temps, selon vous? La meilleure BD de tous les temps. Alors, je vais commencer par Little Nemo, effectivement. La meilleure BD, c'est une des premières, mais ça reste une des meilleures pour moi. Winsor McCay. Et sinon, d'un point de vue contemporain, la meilleure BD, moi aussi j'aime les monstres, je pense. C'est, elle a... Ferris. Ouais, voilà. Ferris, elle a apporté quelque chose de très nouveau. Elle change de style selon le besoin. Elle pousse son dessin très très joli, très beau, très senti, très arty, quand il le faut. Et elle revient à un dessin... elle s'ennuie pas avec le style. Moi, je sais pas, je pourrais pas dire la meilleure ou pas. Celle qui me fascine le plus, je ne sais pas pourquoi, c'est le Lotus Bleu. C'est une BD qui me fascine. Je pense que ça a dû me marquer quand j'étais gamin. Et toute l'esthétique du Lotus Bleu, l'univers du Lotus Bleu, l'atmosphère, c'est quelque chose qui me fascine. Après, j'aime bien tout Tintin, enfin presque tout, beaucoup. Mais celle-là, je pense que c'est ce qui m'a marqué le plus. Quelle est votre couverture de bande dessinée préférée? Couverture. Si, Le Roi des Mouches, tome 1. Voilà une rupture dans la jolie couverture que tout le monde attend. Et Michel et moi, on s'est dit non, on va la logotiser à fond et voilà, on va faire un bizarre masque de mouche. Et voilà, je pense que c'est qu'on a fait assez fort avec ce truc-là. Mais bon, voilà, mais sinon, il y en a des millions des belles couvertures, c'est vrai. Ouais, c'est difficile à dire. C'est compliqué. Alors, est-ce qu'il y a
personnage de BD que vous adorez. Chris Ware peut-être, alors parce que voilà, ouais. Non mais on pense en même temps, excusez-moi, mais alors Chris Ware, lui, formidable artiste, incroyable, qui a renouvelé, enfin qui a élevé la bande dessinée vraiment au niveau de l'art, je trouve vraiment pour le coup. Moi je me méfie des grands beaux dessins en couverture, là ça c'est démonstratif, alors bon il y a des gens qui aiment ça, hein, je veux dire, mais où il y a toute une scène du livre. À chaque fois il m'en cite 3 ou 4. Ouais mais c'est pas grave. Ouais, t'es revenu sur les couvertures, on était sur les personnages. Ah non. Alors on passe au personnage maintenant. D'accord. Votre personnage de BD préféré, tiens. Alors j'ai eu toute une période quand j'étais gamin où je lisais beaucoup les fumetti italiens. Des trucs qu'on achetait, surtout l'été, parce que quand on est allé au bord de la plage, il y avait toujours dans les librairies des grands sacs en plastique où pour, je me rappelle plus combien c'était, mais c'était pour rien du tout. On rentrait chez soi avec des gros paquets de fumetti. Donc j'en ai lu des centaines et des centaines. Et il y avait un personnage, j'étais vraiment petit, un personnage que j'aimais bien qui s'appelait Geppo, le petit diable. Et c'était un petit diable qui était gentil. Et donc il était très malheureux et ça me touchait beaucoup parce qu'en fait c'était une espèce de l'inverse. C'était un truc inversé, c'est-à-dire que il fallait être méchant et puis lui qui était gentil, et ben il était, on se moquait de lui. Et j'ai beaucoup aimé ce personnage. Moi sinon, à part Jimi Hendrix qui est un super personnage de bande dessinée, j'aime beaucoup Félix le chat. Je trouve ça énorme. Et un personnage de... Et Nestor le prisonnier. chaque fois il me fait le coup, il en rajoute. Et un personnage de BD que vous détestez. Oh là là, il y en a beaucoup. Je m'en souviens pas des personnages que je déteste parce que c'est immédiat. C'est comme avec quelqu'un que vous rencontrez et puis vous sentez que ça va pas se passer, donc vous voulez pas le connaître. Et ben je les connais pas, donc je m'en souviens pas. Mais alors justement, pour finir, je vais vous demander de nous citer une autrice ou un auteur que vous nous conseilleriez et qu'on connaîtrait pas forcément. Alors moi je viens de lire, alors c'était la semaine dernière, un livre que j'ai adoré, qui est un croate. Ça s'appelle Petar Eliza. Et il s'appelle Miroslav, mais alors excusez-moi. Sekulic Struja. Voilà. Et là, j'ai eu vraiment un grand coup, un grand choc. J'ai trouvé ça vraiment magnifique, à tout point de vue. Picturalement, dans le texte, dans la narration, je sais pas. Il y a quelque chose de magique, de fort, de noir, mais de lyrisme noir. Et moi, je suis assez sensible à ça. Je pense que ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait, mais on est un peu aussi dans une veine d'un lyrisme un peu noir. Et j'ai vraiment adoré ce bouquin. Donc c'est frais dans ma tête. Il y a d'autres choses que j'aime forcément, mais là, franchement, pour moi, s'il y a un truc à lire dans ce qui est sorti, c'est ça. Charlie Schlingo, je trouve qu'on le connaît. Beaucoup en parlent, mais on le connaît pas très très bien. Et c'est vraiment quelqu'un à découvrir. Alors c'est pas parce que je l'ai fréquenté d'un petit peu près, parce qu'on était dans le même quartier et tout, je l'ai connu, Charlie, qu'on a participé au même. Mais vraiment, si vous rentrez dans son humour, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est aussi fort que Crazy Cat. Je veux dire, j'y vais fort. Hein. Eh ben merci du Point Mezzo d'avoir joué le jeu. Bah oui. Écoute, c'était un bonheur. Et donc, voilà. Kiss the Sky. Kiss the Sky, volume 1 chez Glénat et le volume 2 dans quelques années. Merci beaucoup d'être venu dans ce podcast. Allez, merci. Merci à vous, Mathieu. 9e art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.